En 2005, l'ami James Celis, un auteur américain principalement reconnu pour ses romans policiers, publie son nouveau bouquin, Drive. Un bouquin qui contient de nombreuses références cinématographiques avec son héros crépusculaire, quasi muet à la Eastwood, qui déambule dans un décor urbain, cherchant à se venger d'un hold-up qui a mal tourné. Évidemment, de nombreux producteurs voient un réel potentiel à un tel récit, et très vite, on développe le projet. I want to give you a time and a place and you're going to come and get it. Do you understand? And what do you get out of it? Just that. Out of it. En 2008, on annonce un film réalisé par Neil Marshall qui sort de l'excellence The Descent et qui est considéré comme un réalisateur d'horreur plutôt intéressant. Et pour Drive, il filmerait Hugh Jackman dans le rôle principal. Bon, malheureusement, le projet galère un petit peu à se financer et à se monter, et en février 2010, les deux hommes quittent le projet. Bon ok, on lâche pas l'affaire et on va contacter un autre acteur. Et en tête de liste, Ryan Gosling. From now on, every word out of your mouth is the truth. Or I'm gonna hurt you. Ryan Gosling, qui est attiré par le projet et pour la première fois de sa carrière, on lui propose de choisir le réalisateur, ce qui arrive généralement quand tu es déjà un gros acteur hyper réputé. Et Ryan Gosling est très fan du réalisateur Nicholas Winding Refn, qu'il va placer à Hollywood et motiver à réaliser Drive. It's like sex. It's all about the build-up. Did you get that? Refn va concentrer autour de lui un casting hyper prestigieux et toujours validé par Ryan Gosling. Et le réalisateur va vraiment beaucoup s'investir dans le projet pour que cette fois, il puisse se faire et qu'il débloque des fonds. Il va notamment promouvoir le projet durant tout le festival de Cannes 2010 et ça va lui permettre de trouver producteurs et distributeurs. Et le 25 septembre 2010, le tournage de Drive peut commencer à Los Angeles. Avec un petit budget de seulement 15 millions, ce qui est vraiment pas énorme, Refn va gérer son tournage d'une main de maître, il va bénéficier de la confiance de Gosling, et il va accorder un soin tout particulier au lieu et à l'atmosphère qui s'en découle. Et même si l'action va se dérouler de nos jours, Refn va installer une ambiance très marquée par les années 80, que ce soit par la musique ou par la direction artistique d'ailleurs. Et ça va être un élément très marquant dans la réussite de Drive. I didn't know. How was I supposed to know? How was I supposed to know that? Okay? Look, let me just talk to Bernie, okay? Why you gotta fuck everything up, Shan? How was I supposed to know? Everything led to Nino! Bon après on va pas se mentir, il y a certaines séquences qui sont quand même assez compliquées à tourner, notamment la séquence de l'ascenseur. D'ailleurs, petite anecdote, pour cette scène, Refn a fait appel au réalisateur Gaspar Noé pour lui demander comment il avait simulé l'écrasement d'une tête dans Irréversible. On peut dire qu'il s'est vraiment pas cassé la tête quoi. Bref, concrètement, tout se passe bien, hein. Le tournage et la post-production ne prennent pas de retard, et le film peut être projeté en première mondiale au Festival de Cannes 2011 et en compétition. Et cette première projection va être un énorme succès avec standing ovation et critiques ultra élogieuses. Refn va être sacré meilleur réalisateur du festival, alors que bon, on avait quand même un Lars von Trier et un Terrence Malick en compétition, et le film va sortir en septembre 2011 aux États-Unis, auréolé d'une excellente réputation. Do you remember this? De plus en plus de critiques vont accompagner le film, et des critiques vraiment très bonnes. Drive va être vraiment plébiscité et va surnager au milieu d'une année qui était déjà pourtant assez folle, puisqu'on avait eu des films comme Tree of Life ou Melancholia, donc niveau critique pas de problème. Par contre, niveau public, ce sera quand même un peu plus compliqué. Parce qu'à l'instar d'un Spring Breakers, le film pouvait sembler être ce qu'il n'est pas du tout. Ici, on pouvait penser à un film d'action complètement hystérique et surdécoupé à la Fast and Furious, et d'ailleurs la bande-annonce jouait clairement avec ça. Did you have any idea there'd be a second car? Peu importe, Drive va avoir son petit succès avec plus de 80 millions de dollars au box-office, et puis Drive a créé une notoriété publique à un réalisateur très clivant. On peut par exemple demander son avis à William Friedkin qui s'est donné comme mission de faire dégonfler l'énorme melon de Refn. We need to get a medic in here. Did you hear the ambulance pull up? I meant it's a masterpiece. What is Citizen Kane? Il va s'inscrire comme un film culte au fil du temps, un film culte
est très référencé. Pas mal de critiques ont relevé les principales influences de Refn qui sont assez évidentes, entre le Los Angeles nocturne et mystique de Mulholland Drive ou encore le côté taiseux du personnage de Gosling qui vient directement du samouraï de Melville. Bref, Drive est de toute évidence un excellent film, et c'est un film qui doit énormément à d'autres chefs-d'œuvre du cinéma, que ce soit par ses thèmes, son traitement, même sa forme parfois. Des films majeurs et très importants, c'est les mêmes, en mieux. L'une des premières choses qui peut frapper en voyant Drive, c'est cette impression d'être dans un western moderne, avec un Ryan Gosling en sorte de néo-Clint Eastwood mystérieux, qui erre sans but dans un univers où les voitures ont remplacé les chevaux. Ce qui nous amène au premier film dont on va parler, Shane. Shane raconte l'histoire de Shane. Attends, t'es payé pour dire ça, toi? Oui, et tu vas rien faire. Donc Shane est l'histoire de Shane, un homme solitaire et torturé qui protège une communauté des méchants qui veulent les voler. Il se prend particulièrement d'affection pour une mère et son fils, et vous allez voir, les liens avec Drive sont troublants. That has to be what he is, Julie. Can't break the mold. I tried it, it didn't work for me. Donc on a un héros silencieux au passé trouble qui devient le protecteur d'une femme mariée avec qui il développe une tension sexuelle évidente, qui devient une figure paternelle pour l'enfant qui l'idolâtre et l'admire. Le héros est cependant incapable d'avouer son amour et il se voit plongé dans une escalade de violence pour sauver le mari de la femme qu'il aime, ce qui va le conduire à être blessé et repartir seul. Narrativement, on est vraiment sur la même chose que Drive, mais vraiment dans le film narratif c'est pareil. On a la même construction scénaristique et presque la même mise en scène, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a vraiment cette volonté d'iconiser le héros solitaire et de jouer avec les clichés qui existaient déjà à l'époque de Shane. Et ça fonctionne vraiment parce qu'il y a un procédé de mise en scène que je trouve génial. En fait, Shane est vu à travers le regard du gamin qui va l'idéaliser, donc ça amène un certain recul sur ces clichés, tout en faisant bien passer le message et en iconisant complètement le héros. Résultat, on est directement impliqué dans les personnages, ça marche vraiment bien, et Shane en impose complètement, on a complètement envie qu'il s'en sorte, même si on sait très peu de choses sur lui. You were through with gunfighting. I changed my mind. Are you doing this just for me? For you, Marion? Joe, little Joe. Comme dans Drive, l'action va passer par des moments de tendresse entrecoupés de violences brutes. Et c'est un film qui parvient à faire passer pas mal d'émotions, notamment grâce à l'écriture de la relation entre le héros et la famille qui protège, et à ce regard enfantin qui est porté sur lui en permanence. Et ce rythme assez planant, on l'accepte complètement, déjà parce que le film est magnifique. Il prend le temps de poser son atmosphère grâce notamment à des décors sublimes sur lesquels la caméra va poser un regard presque neutre. Il y a vraiment des plans très marquants dans Shane et il y a ce découpage très symbolique qui va créer une atmosphère vraiment captivante. On est sur un western, ok, qui est en apparence assez classique, mais qui en fait se détache complètement par certains partis pris complètement assumés. C'est un film qui repense vraiment tout le stéréotype classique du héros solitaire, comme Drive le fera beaucoup plus tard. Vraiment, c'est à découvrir, et je pense que vous serez surpris de voir à quel point Drive reprend exactement le même schéma narratif. Deuxième film, et on va jeter un coup d'œil vers l'Asie. Évidemment, Drive doit beaucoup au cinéma asiatique. On peut notamment parler de A Bittersweet Life, qui est une référence assumée par Refn. Mais il y a aussi un autre film dont on peut parler, c'est Hanabi. Hanabi, qui est un film de et avec Takeshi Kitano, qui a notamment gagné avec ce film le Lion d'Or à la Mostra de Venise, donc c'est pas rien, et qui est vraiment un film magnifique. C'est l'histoire d'un policier qui a perdu sa fille, dont la femme est mourante, et dont les collègues et amis se font assassiner un par un dans des règlements de compte entre Yakuza. Ah ouais, tu fais vraiment les vidéos les plus déprimantes du YouTube Game en fait. Ouais, écoute, c'est toujours moins déprimant que les lives de Merage.
Et comme dans Drive, on va assister à un tourbillon de violence dans lequel se voit plonger un personnage mais complètement distant, d'une froideur absolue et à la violence palpable. Un personnage qui n'attend vraiment juste plus rien du monde. Il y a une mélancolie absolue dans ce récit, au point que même les moments d'ultra-violence deviennent presque pudiques en fait, là où par exemple Refn assumait un too much. Et pourtant de la violence, va y en avoir beaucoup dans Hanabi, notamment dans certaines séquences qui ont évidemment inspiré Drive. Par exemple, je pense au moment où Kitano crève l'œil d'un ennemi avec une baguette. Il y a exactement la même scène dans Drive où un personnage se retrouve avec une fourchette dans l'œil. La référence, elle est assumée, mais là où Hanabi est vraiment très fort, c'est dans cette espèce d'ironie cynique, dans ce détachement absolu du personnage pour tout ce qui est bien et mal. C'est un personnage qui est juste lassé de subir et qui recherche la liberté. Cette liberté, elle est palpable, mais aussi dans la mise en scène du film, dans la réalisation qui sera jamais classique de Kitano, qui va chercher à surprendre en permanence, sans que ça brise l'authenticité d'un récit qui est vraiment très touchant. Et c'est porté par des éléments tous franchement réussis, entre une musique sobre et subtile, une photographie qui est chargée de symbolisme jamais envahissant mais toujours émouvant, un rythme de balade désenchantée où même la violence extrême est filmée avec froideur et détachement, comme si le personnage principal n'était même pas affecté, comme s'il était juste normal dans cet univers. C'est un film qui parvient, sans parler, à dire énormément de choses sur les personnages et sur le monde dans lequel ils évoluent. Il a une portée émotionnelle dingue, justement grâce à cette pudeur, et il est ponctué de scènes vraiment sublimes. Vraiment, faites-moi confiance, Kitano et Hanabi c'est très lourd, vous pouvez y aller, c'est un film qui va vraiment vous marquer. Et troisième film, messieurs dames, on va parler d'un gigantesque taulier. Michael Mann? Non. William Friedkin? Non. Melville? Non. Reggie Le Gorilla? Non. Quoi? On va parler de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, qui est un réalisateur américain qu'on pourrait qualifier de patron, qui a notamment réalisé des films cultes comme La Horde sauvage ou Chien de paille par exemple, qui sont des films absolument mélancoliques et d'une violence rare, et cette fois il va nous livrer avec Guet-apens un polar extrêmement noir filmé comme un western moderne. My old lady must have made you a lot of promises. Close. I wouldn't feel that. Comme dans La Horde sauvage, Peckinpah nous plonge dans un récit ultra dense à l'intensité dramatique totale. Un film qui sera bien plus rythmé que Drive, puisqu'ici tout va s'enchaîner à une vitesse de dingue. On a un Steve McQueen qui reste assez incroyable, qui joue de sa présence et de son charisme, qui économise les mots, qui va rester mystérieux et ambigu, à la fois victime et bourreau, et du coup qui évolue dans un monde immoral dans lequel il se bat pour l'amour. Le couple qu'il va former avec McGraw est tellement bien écrit, vraiment c'est assez fascinant, et l'amour que les deux se portent ne peut se manifester que par la violence. Comme si la violence était pour eux le seul moyen de communiquer. When you work on a lock, don't leave any scratches. Et si on est sur un récit qui est complètement étouffant, Peckinpah va quand même glisser quelques moments de vie, de tendresse qui auraient pu faire tâche, mais qui sont en fait assez nécessaires pour créer un vrai attachement à un couple complètement mutique. D'ailleurs, c'est un procédé qu'on retrouve assez souvent dans Drive lors de séquences que je pense que vous vous rappelez tous. Et jusqu'à un final qui est hyper tendu, Peckinpah va nous rappeler sa maîtrise absolue de la mise en scène, par un découpage finalement assez épuré, qui va rendre chaque fulgurance vraiment marquante. En fait, durant tout le film, on sent qu'on est sur le fil, on sent qu'on est au bord, on sent qu'il y a une tension gigantesque. Stick 'em up. I said stick 'em up, I'll shoot you. Now listen, I know you're a good kid. Now you get back there with your mother, because if you don't, I'm gonna break your little arm. Okay?
Et ça nous donne un peu l'impression d'assister, complètement impuissant, à une promenade sanglante avec un couple maudit déchirant qui est juste dépassé par l'escalade de violence autour d'eux. Pour eux, le seul moyen de survivre et de répondre à la violence, c'est la violence. You're all right. How did you get it back? You're trying to get me back in Huntsville. You're going about it the right way. Well, I just wouldn't worry about it, Doc, because I can always get you out, you know? I mean, I can screw every prison official in Texas if I want to. Texas is a big state. I can handle it. Yeah, I bet you can. Guet-apens, c'est un film au suspense dingue, vraiment maîtrisé, vraiment un film de patron, qui est entrecoupé de scènes qui vous resteront en tête un long moment. Et je pense même à cette fin que je vais pas spoiler, mais qui a une conclusion magnifique et déchirante à un récit vraiment maîtrisé de bout en bout. Vraiment, Guet-apens, vous pouvez foncer, je dirais même que c'est une bonne porte d'entrée au cinéma de Peckinpah, et c'est vraiment un film à voir, vous serez pas du tout déçus. Not gonna mean anything. We don't make it together. I don't think we can make it. I think if we ever get out of this dump, I'll just split. We made it together so far. We've come a lot of miles, but we're not close to anything. I always thought jails made people hard. Not you, boy. I mean, you're just not tough enough to forget about Benyon. Comme pour Joker, évidemment, il y a énormément de films que je garde en stock, peut-être pour faire une seconde partie, j'ai largement de matière en tout cas, parce que j'entends d'ici vos hurlements comme quoi j'ai pas évoqué Melville, comme quoi j'ai vite fait parler de Man, et je comprends, j'ai encore largement de quoi faire. Hein. Bref, pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le thème en commentaire, et là, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Je vous propose L'Exorciste en moins bien, ou alors les films de Noël en mieux. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires, moi je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao à tous, salut.